Ce soir, on est pour le 6e épisode de la nouvelle saison des Learning Happy Hour qui cette année se diffuse en ligne, en direct et en replay pour ceux qui ne peuvent pas être avec nous. Je vais passer rapidement parce que tout le monde sait maintenant comment est-ce que on fait pour couper son micro ou pour discuter. Voilà, on est avec Anne ce soir. Bonsoir Anne. Bonsoir, merci de m'accueillir. Qui va nous parler du formateur 3.0, et même si on a évoqué le 4, qu'on anticipe peut-être le 5 encore, on va voir comment on les trouve, comment on les forme, comment on les manage. Et Anne va nous en parler tout de suite. On est visiblement en petit comité pour démarrer cet épisode, et voilà, puisque il semblerait que quelques réunions retardent les gens qui sont inscrits, et Philippe ce soir n'est pas avec nous. Il est en train de parler de formation et de vin à Toulouse. Quel chanceux. Je te passe la main, Anne, et à toi la parole. D'accord, merci. Donc, comme je vous le disais, et donc bonsoir Elke, bonsoir David, je vous propose donc qu'on interagisse avec cette solution donc Klaxoon. Donc vous êtes tous les deux, je crois, connectés, ça y est. Pour l'instant, je vais vous partager quelques diapos et puis je vous ferai réagir par rapport à trois questions pour qu'on échange autour de cette notion du formateur 3.0. On est en petit comité, donc effectivement, moi j'ai suivi la proposition de Philippe autour de ces trois thématiques, les trouver, les former, les manager, partant du principe effectivement que ce titre aguicheur nous challengeait déjà sur qu'est-ce que c'est que ce 3.0 par rapport au 2.0 et puis pour essayer de voir, surtout de partager avec vous quelques convictions ou quelques idées dans la pratique que je peux avoir d'accompagnement de la fonction formation autour de cette thématique. Et une conviction très forte qui est que le formateur 3.0, il ne s'agit pas d'outils, de digital et d'être forcément un technophile et quelqu'un qui manie tout ça. Puisqu'au début, je demandais à Philippe, est-ce que tu veux est-ce qu'il s'agit d'aller chercher quelque chose de très techno? Et non, effectivement, on va plutôt parler de facilitation, de posture de chef d'orchestre et donc d'apprentissage et d'accompagnement. Donc, finalement, ce 3.0, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un geek ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui facilite les apprentissages? Je vous ai déjà un peu dévoilé ma proposition et ma conviction. Même si il faut, je pense aujourd'hui, quand on est dans le monde de la formation et dans le monde du travail tout court, être plutôt à l'aise avec un certain nombre d'outils. Et là, on fait l'expérimentation et d'un outil de webinar et d'un outil de travail, d'apprentissage ensemble avec Klaxoon. Et pour dire deux mots, alors je sais qu'on se connaît avec Elke, David, je ne sais pas si on se connaît, et on a pu se croiser au Learning Happy Hour. Pour dire deux mots sur moi, donc je conçois et j'anime des parcours de formation. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Donc du blended learning pour des organismes de formation ou des entreprises et des parcours de formation comme les fiches là que j'ai proposées, que j'ai mises là sur Segos avec une dimension digitale, notamment pour renforcer l'avant et le après. Et puis j'anime en visio, ou en classe virtuelle depuis pas mal d'années. Et je considère que pour le formateur, donc on va dire au moins le 2.0, c'est un enrichissement de sa palette de pouvoir justement avoir des outils qui nous permettent, comme ce soir, de nous retrouver à distance sur des temps courts d'apprentissage et de partage. Et c'était un postulat, puisqu'il y a déjà un an, j'ai eu la chance donc d'être intervenante pour le MOOC Digital RH de YouKnow, qui rejoue à partir d'aujourd'hui en saison 2. Et d'ailleurs, la formation, la vidéo qu'on avait préparée avec Olivier Bernard était sur Formateur 2.0 et restera pour cette saison-là sur Formateur 2.0. Notre parti pris,
dans cette vidéo d'une dizaine de minutes, c'était que le formateur 2.0, il dispose d'une palette super large pour enrichir finalement sa construction pédagogique. Et on avait fait un focus sur le jeu avec des applis qui permettent justement encore plus de jouer, et sur la pédagogie inversée, dans une logique finalement de faire du présentiel un moment justement d'échange et de donner en amont grâce à des diverses solutions qui peuvent être vidéo, qui peuvent être de e-learning, qui peuvent être tout simplement un PDF, des ressources pédagogiques pour que dans une logique de classe inversée, on imprègne et on embarque déjà les participants avant de les retrouver, si présentiel il reste dans le mix modalité qu'on propose. Donc aujourd'hui, pour moi, ça ne change pas. Ma conviction, un an après, elle n'a pas beaucoup changé. Mais en se posant la question du formateur 3.0, et du coup, merci Philippe de m'avoir proposé de prendre ce sujet, parce que finalement, c'était une occasion de me questionner autour de les trouver, les former, les manager. Finalement, on va engager un échange autour de geek et ou facilitateur. Pour les former, qu'est-ce qu'on peut proposer? Et là, on se posera la question du point de vue de l'entreprise ou du point de vue de l'organisme de formation, si c'est peut-être pas tout à fait la même façon de faire. Et quid du management de ces formateurs par leur manager métier ou hiérarchique, ou par le responsable formation ou le directeur de la formation. Donc voilà le plan que je vous propose. Et donc une première activité Klaxoon que je vous lance tout de suite, donc de façon à partager avec vous, pour vous, les compétences du formateur 2.0, qu'est-ce que ça serait? Je vous laisse répondre. Est-ce que vous êtes bien connecté? Oui, je vois qu'il ne reste plus qu'une personne. Est-ce que tu joues, Philippe, du coup? Ah bah oui. Alors, parce que du coup, je vois que j'ai juste David et Philippe qui sont connectés. Elke, tu as besoin que je te donne... J'ai la page sous les yeux avec le champ code session. D'accord. Alors, du coup, tu n'as pas... Parce que là, moi, je te vois pas dans ma liste de participants. Excuse-moi, j'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Et du coup, tu n'as pas pu jouer, mais c'est pas grave. Est-ce que tu as pu mettre dans ton navigateur my.klaxoon.com et ce code session pour pouvoir jouer avec nous? Ça tombe bien parce qu'on a Milan retardataire qui vient d'arriver. Donc si tu peux remettre le lien. Désolée, je suis en retard. Pas de souci. Une personne. Donc je vous propose donc pour la personne qui est arrivée et pour Elke que j'ai pas dans ma liste de participants de vous connecter. Donc sur soit une tablette, un téléphone portable ou tout simplement votre ordinateur en ouvrant un onglet dans votre navigateur sur donc my.klaxoon.com pour qu'on puisse jouer. J'ai trois questions que je souhaite vous poser, qu'on puisse échanger et partir de vos représentations par rapport à ce sujet du formateur 3.0. Elke, est-ce que tu as besoin d'aide par rapport à ta connexion? Je ne te vois pas arriver dans ma liste. Non, je suis en train de décliner mon identité. Génial. Alors, c'est très gentil. Et le mail que vous recevrez, pour ceux qui ne sont pas habitués à Klaxoon, c'est pas pour, il y aura pas de spam, c'est uniquement que Klaxoon générera un rapport de tout ce qu'on aura fait ensemble et vous sera envoyé à cette adresse mail. Ah ben voilà, c'est bon, là tout le monde, vous êtes tous les quatre. Ok, donc là pour le coup, je vous rejoue pas cette activité-là, mais pour la suite, vous pourrez participer. Alors, vous avez à 67%, donc vous étiez deux, trouvé que ce formateur de 3.0, c'est avant tout un facilitateur et un communicant. Donc on est effectivement sur des compétences extrêmement, comment dire, des soft skills, et pas sur cette dimension geek que je proposais tout à l'heure. Alors,
je suis allée chercher ce référentiel pour qu'on débriefe par rapport à ces notions de communicant, de facilitateur, et notamment pour que, par rapport à cet arc-en-ciel là qui est proposé, c'est un référentiel, en fait, celui-ci qui a été retenu par l'OCDE pour une évaluation des étudiants par rapport au métier de demain. Et on a en gros trois grandes thématiques, hein, les compétences sur ce qu'on appelle aussi la littératie, hein, l'alphabet, être capable d'utiliser les technologies et d'en connaître en fait l'alphabet. On a ce dont on entend beaucoup parler, les 4 C, dont on va revenir, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, avec un exemple. Et puis, donc, des compétences qu'ils ont déclinées là en rouge autour de pour la carrière et pour la vie. Je trouve que la terminologie est intéressante. Alors, si on va dans le détail, ici, pour bien nous faire peur et nous dire, mais non, effectivement, il ne s'agit pas de techno, j'ai repris une liste de tous les outils qui sont classés par Jane Hart dans son classement, son top 100 et son top 200 de ce qui permet de développer des compétences, enfin d'apprendre. Et l'idée, là, c'est pas du tout d'aller dans le détail de ce top 100, mais c'est pour aller dans le sens de ce que vous avez proposé dans votre réponse, qui est de dire qu'il ne s'agit pas de techno. Et d'ailleurs, s'il s'agissait de techno, ça serait assez compliqué d'être en veille et d'être alerte et d'avoir des compétences sur tous les outils. Il y en a qui apparaissent tous les jours. Et même si, bien sûr, on rentre par l'outil, enfin, on se pose la question des outils pour aller chercher des usages pédagogiques. Pour autant, il ne s'agit effectivement pas d'être super au taquet en matière d'outils et de techno. Même si Pour moi, 3.0 oui, sous-entend qu'on a été 2.0 un jour, et donc on tout à est fait. plutôt à l'aise avec les outils. Enfin, qu'on peut dépasser ce Absolument. Et stade. du coup, merci, oui, Philippe, tu as raison de m'interrompre et de dire, c'est pas pour être dans l'exhaustivité, mais par contre, c'est par rapport à un usage, c'est-à-dire quelque chose que je souhaite faire en formation ou que je souhaite faire pour aider à apprendre, aider à développer des apprentissages, quel serait le bon outil ou quelle serait la bonne approche? Et là, effectivement, on va rentrer par l'usage et essayer, là, pour le coup, de pas être trop technophobe pour aller être un petit peu plus à l'aise avec ces outils, mais rentrer par notre métier d'ingénierie pédagogique et d'animation qui sont finalement des garde-fous. Dans l'arc-en-ciel, hein, la partie, ces fameux 4 C dont on entend beaucoup parler, pensée critique, créativité, coopération, communication, c'est vraiment pour moi effectivement le cœur du réacteur. Je ne sais pas si vous partagez ça, elle qui est David et toi Philippe, et par contre, j'ai pas retenu le prénom de la quatrième personne qui nous a rejoint. Minlan, Milan, Minlan. oui, vous Donc, m'entendez? oui, oui, c'est bon, j'ai entendu, merci. Ces compétences-là, quand on fait de la conception pédagogique, je les trouve effectivement de plus en plus importantes et intéressantes. Alors, j'avais cité la communication et vous l'avez relevé hein, avec le côté facilitateur. Créativité, ça me semble essentiel parce que finalement, il s'agit de se poser la question de comment je vais jouer des échanges, des activités pédagogiques et qu'est-ce que je peux créer pour que les personnes qui doivent développer des compétences ou que les parcours que je dois créer fonctionnent. Et je trouve que ça fait vraiment beaucoup appel à la créativité. Et puis coopération, là encore, je veux bien qu'on échange là-dessus. Moi, je travaille de plus en plus en co-design, en co-construction avec les clients, les utilisateurs, en les mettant le plus possible au centre de ces projets. Et du coup, c'est bien ces 4 C là qui sont qui sont des compétences clés pour répondre à la question les trouver. Et pour autant, vous vous souvenez qu'il y avait dans mon arc-en-ciel hein, la partie violette sur les compétences pour la vie et la carrière. Elles sont au nombre de 5 et j'ai mis en bleu flexibilité et leadership, qui me semblait essentiel là encore par rapport à ce que je vis récemment. Je prendrai un exemple pour vous dire pourquoi j'ai choisi ça. J'accompagne des équipes qui souvent sont des équipes naturelles qui passent qui cherchent à transformer leur façon de former des collaborateurs dans l'entreprise
en formation interne par exemple. Et quand on travaille justement en atelier, un peu dans un mode Learning Lab ou Fab Lab, en co-conception, où je les accompagne voilà, là-dessus, parfois elles reviennent dans leur poste, à leur poste de travail ou même avant d'être revenues et elles me disent oh là là, ça va être très compliqué d'embarquer toute notre équipe, il y a des réfractaires, il y a des résistants pardon et des personnes qui n'ont pas envie et qui trouvent que c'était mieux avant et c'était très bien. Et du coup, pour moi, ces personnes qui vont un petit peu se faire prier pour aller vers ces nouvelles façons de former et d'apprendre, bah peut-être justement elles n'ont pas cette compétence de flexibilité. Et si les personnes qui ont très envie et qui sont moteurs pour aller faire cette transformation qui est souvent demandée par les entreprises, en tout cas moi mes clients, c'est la plupart du temps des gens qui ont besoin de faire ça, ben c'est justement leur leadership qui va être en cause, plus que leurs compétences finalement d'experts métiers ou même d'ingénieurs pédagogiques ou de formateurs ou de concepteurs occasionnels. C'est vraiment par leur leadership qu'ils vont faire la différence pour réussir à embarquer l'équipe et à aller jusqu'au bout des projets. Donc voilà le point ou le parti pris que je voulais échanger avec vous par rapport à ces compétences. Et si vous le souhaitez, je veux bien vos réactions à ce stade de la présentation. S'il y en a, ou des questions. Non? Ouais, moi je veux bien. Tu m'entends? Oui. Oui, très bien. Ouais, c'est David. Ouais, je veux bien réagir parce que moi, dans mon équipe, j'ai des gens qui sont pas forcément dans cette mouvance-là, et en fin de compte, ils évoluent en faisant. Oui. Voilà, moi j'ai des gens qui ont changé un peu leur posture, qui ont fait des MOOC, qui ont fait, qui ont participé à des sessions avec de nouvelles méthodes d'apprentissage. Et ben, le fait de le faire en tant que stagiaire, ben, tu y adhères plus facilement après quand tu dois le reproduire. Tout à fait. Alors, on va justement partager aussi ça dans la partie comment les former, hein, puisque c'était la proposition de Philippe. Et je suis complètement en phase, d'où ce C de collaborer, de co-construire et de faire, hein, et d'avoir des formations où la partie faire est très importante. David, dans quel type d'organisation tu te trouves? Toi, tu es côté organisme, côté entreprise? Bon, on se connaît, Anne, hein, tu as fait une formation pour nous. Je travaille à SNCF, Université du Ah, Service. d'accord, pardon, mais j'avais pas le prénom, c'est pour ça. Et du coup, j'ai pas reconnu ta voix. Bien sûr, oui, oui, je vois très bien. Excuse-moi de pas t'avoir Voilà, reconnu. donc moi je fais de la conduite de projet. Je suis manager d'une équipe de formateurs. Tout à fait. Oui, oui, je te situe bien, Voilà. merci maintenant. Mais Désolée je de partage couper ta voix. ta remarque en disant que c'est des gens qui évoluent en faisant. On peut pas imposer aux formateurs de changer. Déjà parce que c'est une race un petit peu comme les commerciaux où ils pensent détenir en eux-mêmes les compétences nécessaires et qu'il faut les laisser faire parce qu'il leur faut de la liberté, qu'ils traitent l'humain et que c'est pas une question d'outils et de process leur façon de travailler. Et ils ont parfois un peu la réaction qu'ont certaines personnes quand on les invite dans un bar et qu'ils n'ont pas envie de danser. Tu vois, et par contre, une fois que tu as passé une coupe de champagne et que tu as réussi à les mettre sur la piste, tu les arrêtes plus jusqu'au bout de la nuit. Et voilà, il faut les faire un peu pratiquer pour qu'ils se rendent compte d'un certain plaisir à sortir de leur zone de confort habituelle et à se mettre un peu en danger, à utiliser des méthodes ou des outils différents. Mais en général, quand on s'y prend bien, après on les arrête plus. Mm. Je suis complètement en phase avec ça et c'est pour ça que je voulais insister sur ce côté leadership parce que ceux qui y vont un peu en avance de phase, hein, on pourrait les appeler les early adopters, hein, ceux qui testent tout, qui sont un peu, qui aiment bien le risque et qui ont envie eux, ils vont être moteurs pour aider, accompagner les autres ou leur faire peur. Et donc, je te suis complètement, et toutes nos matrices d'accompagnement de positionnement des acteurs par rapport au changement vont être intéressantes dans la conduite des projets. Si on identifie bien ceux qui vont résister, mais ceux qui sont capables d'embarquer les autres. Donc du coup, ça va faire du lien, et David, tu proposais ce lien par rapport à ce que tu disais en faisant, par rapport aux compétences nécessaires, et donc est-ce qu'on doit faire en formation, enfin, ou comment on peut faire en formation pour développer ces compétences-là,
qui sont assez importantes. Je vous propose à nouveau un sondage. Oui, pardon. J'étais en train de me demander si on n'allait pas au-devant d'une toujours plus grande différence entre les formateurs professionnels et les formateurs occasionnels. Quand je pense, moi j'interviens beaucoup dans l'industrie, dans le secondaire. Quand je pense à mon éminent expert du contrôle de qualité de la boîte de conserve, pour qui animer une formation, c'est déjà un truc d'un autre monde. Avec qui il faut lutter pour l'amener à lâcher peut-être une partie de ses 178 slides qu'il a préparés pour la demi-journée. Je trouve un peu plus difficile de le voir dans la mouvance du 3.0. Hein. Tu as raison. Alors, En fait, on vient de découvrir une troisième fracture. On avait la fracture sociale, la fracture numérique, et on va voir la fracture pédagogique. Parce qu'effectivement, le formateur 1.0 était en général l'expert, voilà, puis qui parle de son sujet. Le formateur 2.0, il s'est un petit peu ouvert à certaines pratiques et certaines technologies, mais sans vraiment changer de façon de faire. Le formateur 3.0, il change de posture carrément. Donc voilà, pour ceux qui sont plutôt au niveau de l'expertise et qui n'ont pas très envie de s'intéresser à la transmission et à la pédagogie, je suis d'accord avec toi, Elke, on parle de quelque chose qui est absolument pas dans leur avenir proche. et il y a une proposition du coup par rapport à ce que tu dis, Elke, et à ce que tu dis, Philippe, c'est que justement, on va le voir dans le côté les managers. Si on est dans une logique de management de la formation, pas au sens juridique du terme et administratif du terme, mais de management au sens de l'animation et de façon systémique, de façon sur tous les acteurs. Là, on pourrait saisir l'opportunité de plus faire autant de distinguos entre formateurs permanents et formateurs occasionnels pour embarquer, parce que parfois, alors je ne sais pas si tu le constates, moi je l'ai constaté sur un projet récemment, j'ai des formateurs permanents qui sont moins proactifs que certains occasionnels, qui dans leur métier sont justement très à l'aise avec les outils, avec les postures surtout, etc. Et du coup, le distinguo, finalement, comme la fracture n'est pas ni sociale ni numérique, pédagogiquement, ils sont prêts à s'embarquer et peut-être des fois plus facilement que certains formateurs permanents, ce qui est paradoxal. Mais donc voilà, en tout cas, l'analyse, elle est intéressante à faire. Et la proposition, on verra tout à l'heure, ça sera un peu dans ma conclusion, c'est peut-être justement d'animer cette filière formation ou cette fonction formation de façon plus large. Je vous propose un sondage à nouveau avec Klaxoon. Alors, qu'est-ce qui m'arrive? Ah oui, j'ai pas fait ce qu'il fallait, pardon. J'ai pas clôturé, hop, celui-ci. Et je vous propose donc, si j'arrive à faire ce que je veux, pardon. Voilà. Ah mince, Ça y est, c'est ça terminé. va trop vite. Ouais, C'est moi qui ai fait une bêtise. Je vais le rejouer. Est-ce que je peux le rejouer? Non, j'ai fait une bêtise. J'ai cru que j'avais pas clôturé le bon sondage. Alors, j'ai fait une ânerie. Donc c'est pas grave. Je vais vous poser peut-être les questions. Ouais, c'est moi. J'ai fait une grosse bêtise. J'ai cru que j'avais pas clôturé le précédent et en fait, je vous ai clôturé le sondage avant de vous le faire jouer. Comme on n'est pas nombreux, on va, du coup, je vous laisse réagir par rapport à comment le formateur 3.0 développe-t-il ses compétences pour vous? Vous avez déjà un peu répondu, ceci dit, hein? ouais. Moi, je suis un grand adepte de l'essai-erreur. Ouais, Moi aussi. ouais. Ce qui Est-ce qu'il m'excuse y a beaucoup des... d'erreurs. Qui est-ce qui se serait positionné éventuellement sur autre chose? Peut-être que en faisant, là, David, Bah, dans un Fab Lab, pourquoi pas? ouais, ça tirait ça, avec des pairs sur des projets pour Bah, faire, moi, je hein, verrais. Ouais, en testant des solutions par essai-erreur, je trouve que c'est pas mal, hein. Et puis le Fab Lab avec de la co-conception avec des pairs aussi. Mhm, ok.
Ça marche. Est-ce que certains ont envie de cocher le avec un parcours de formation ou avec un parcours certifiant dans vos logiques d'entreprise? Est-ce que ça serait et est-ce que c'est la façon de former les formateurs, qu'ils soient permanents ou occasionnels? Mais moi, je dirais pourquoi pas, avec le parcours de formation. C'est le de 12 jours sur 6 mois c'est la norme qui me gêne. Mais un parcours de formation, pourquoi pas, ça peut être une solution aussi. Mhm. Et du coup, la norme, c'est parce qu'elle est trop ou pas Non, assez? non, mais parce que enfin, je vois pas là à quoi elle peut correspondre de définir 12 jours sur 6 mois. Mhm. Euh, Le parcours de formation, je le verrais plutôt avec un parcours plutôt blended, on lui fait faire un e-learning, on lui fait faire peut-être une séquence de présentiel, une classe virtuelle, et puis on crée un réseau social pour qu'il soit un peu dans la notion de social learning. Mhm. Ok. Je le vois, je le vois Ça plutôt peut comme être, ça ça peut être le développement une du manière 3.0. d'explorer. Ça peut être une manière d'explorer justement dans le cadre d'un parcours plutôt formalisé. C'est une manière comme une autre de leur permettre d'explorer une palette très large de formes d'animation très différentes. Mhm. Oui, c'est pas parce qu'on dit parcours qu'on n'a pas une des modalités qui serait par exemple le Fab Lab et où il y aurait de la co-conception, des choses comme ça. Hmm. Ok. Est-ce que je ne sais pas si Mélane voulait se réagir. J'entendais une voix tout Moi, à ce que l'heure. je voulais dire, c'est que moi, je travaille à l'IFCAM, donc au Crédit Agricole. Mhm. Nous, on fait beaucoup intervenir ce qu'on appelle des formateurs, donc c'est des opérationnels du groupe qu'on forme, qu'on accompagne. Donc pour eux, on est effectivement dans des logiques plutôt d'avoir une valorisation en ayant des parcours certifiants à terme, Mm. avoir des CQP. Et donc, effectivement, s'il faut qu'on les accompagne vers le formateur 3.0, on sera plutôt dans une logique certifiante. C'est des choses qu'il faut en plus de leur activité et on a besoin de les valoriser. Après, je rejoins ce qu'ont dit les collègues. Hein, effectivement, quand je lis parcours de formation de 12 jours sur 6 mois, ça fait un peu radical. Hein, mais l'idée, pour moi, serait plutôt effectivement un mix, tester les différentes propositions, essai-erreur, Fab Lab, journée classique, faire. C'est-à-dire plutôt immersion, voilà. Et est-ce que c'est 12 jours sur 6 mois ou est-ce que c'est, je sais pas moi, une période de 6 mois sur laquelle il y a des choses à distance et des choses en présentiel, je sais pas dire. Mm. Tout à fait. Bon, ben, on a un bon. Merci hein, de vous être tous exprimés parce que c'est vrai que et désolé hein, d'avoir loupé le, le, le sondage. Euh, vous avez effectivement par vos réponses proposé que finalement ça soit un mix de ces différentes modalités. Et ça me va bien par rapport à ma proposition que je déclinerai, enfin, ou en tout cas, ce que je vois, on peut le décliner comme on veut dans le mix modalité autour des modalités en formation au sens formel, l'informel ou tout ce qui est on the job. Et là, je voulais plutôt prendre des exemples, mais vous en avez déjà donné. Euh, pour moi, si je devais effectivement construire ce parcours, j'essaierai de vraiment actionner l'ensemble de ces choix pour qu'ils vivent, vous l'avez cité, beaucoup de modalités différentes pour que ce soit inspirant et pour créer cette communauté. Donc là, c'est pour ça que je vous ai proposé une photo de Ed Fab, qui est le Learning Lab dans le giron de Cap Digital. Bien sûr, des réseaux comme le GARF, hein, c'est aller sortir de l'entreprise, sortir de chez soi pour aller voir ce qui se passe ailleurs et dans les entreprises. Des événements comme LearnInnov ou les Learning Happy Hour, comme vous êtes à fond là-dedans. Des communautés virtuelles aussi. Ici, tous les groupes que je vous ai mis, c'est uniquement quand on tape Digital Learning, on peut accéder à pas mal de groupes de communautés, par exemple dans Google+. Et puis pour le faire, il n'y a pas qu'aller dans des Fab Labs ou dans les Learning Labs, il y a aussi tout un tas d'activités comme les innovatons ou les hackathons qui viennent dans notre monde de la formation
et qui sont intéressants. Je crois que c'est Denis Christol avec les cercles APE il y a cette initiative qui se fait bientôt. Et donc, aller se nourrir et s'inspirer de toutes ces bonnes pratiques des pairs fait partie pour moi des bons ingrédients pour former. Et ça ne veut pas dire effectivement qu'il faut enlever le côté formel, mais c'est trouver ce mix-là. Et dans une logique d'animation en fait d'une communauté où les formateurs en fait on fait pas plus forcément le distinguo entre les permanents et les occasionnels. Le point, j'avais mis seul dans mes propositions dans le sondage, tout simplement parce que certains sont à l'aise avec ce côté j'apprends seul, j'avance très vite, etc. Et puis d'autres vont avoir besoin de plus d'accompagnement. Et sur la dimension outils, même si on a vu tout à l'heure que le côté techno n'était pas forcément prioritaire ou prédominant, l'accompagnement quand même sur les outils peut nécessiter justement d'aller se mettre en mode atelier et d'être accompagné par rapport à ce point-là. C'est quelque chose, par exemple, que moi j'ai beaucoup vu dans la communauté des prestataires Ségos, qui ça suffisait pas en fait d'être un jour ou deux sur une formation ou sur des objectifs que l'on partageait pour aller vers ce formateur digital. Il fallait pour certains un accompagnement plus individualisé du type coaching en fait d'apprentissage. Et l'autre point que je voulais citer, c'était en réaction, Philippe, à ce que tu me disais sur certains formateurs dans la banque, formateurs occasionnels, qui pour le coup ont des parcours extrêmement longs pour par exemple faire des rapid learning. Tu me citais ça comme exemple. Et donc c'est pour ça que j'avais mis ce truc très normé de 12 jours sur 6 mois. Et je voulais vous faire réagir par rapport à ça, et vous l'avez fait, merci. Parce que 18 jours de formation, je crois que c'est ça que tu me citais, Philippe, on dira pas de qui on parle, mais pour se former sur un outil auteur, pour faire du rapid learning, et quand on est formateur occasionnel ou concepteur occasionnel, là pour le coup, ça nous avait paru énorme et un peu excessif. Donc du coup, c'est le bon dosage dans ce mix modalité entre le faire et le côté apport de méthodologique par exemple, qui va être le bon mix. Et je crois qu'effectivement, si le côté certifiant, c'est pareil. Parfois, ça va être intéressant de valoriser les compétences et d'aller vers la certification. Donc, finalement, c'était bien un mix de tout. Enfin, moi, ma conviction, c'est que c'est un bon mix qui va permettre de les former. Et par contre, de pas forcément faire le distinguo entre les occasionnels et les permanents, si on en a la possibilité. Et bien entendu, c'est si les métiers acceptent de lâcher des personnes qui sont donc des experts et qui sont pas forcément des formateurs permanents. Le point, j'aime beaucoup moi la proposition le modèle de Marcel Lebrun de l'université de Louvain en Belgique pour co-construire des parcours avec cette logique information, activité, production qui aide à faire une hybridation en fait des parcours. Et ça, finalement, on peut le mettre entre toutes les mains dès l'instant où un expert ou un formateur a besoin de construire de la formation. J'ai pu constater que ça passe très très bien et on n'a pas besoin d'être un spécialiste de l'ingénierie pédagogique pour s'approprier ce type de modèle pour faire de la co-conception. Et donc être dans ce fameux mode atelier ou formation avec des formateurs pour pouvoir faire ce genre de choses. Et c'est ça qui aide à se former, à développer les compétences. Donc Marcel Lebrun, il nous propose finalement de devenir plutôt le guide à côté des personnes qui doivent apprendre, et la modalité atelier, formation, action ou learning lab ou fab lab, elle permet énormément d'être dans cette logique-là. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, on n'est pas en mode magistral ou convention avec et où on n'est pas sur l'estrade en train de faire le sachant ou l'expert de l'ingénierie pédagogique. Mais en tout cas, je trouve que dans la façon de former, on a cette flèche là qui vous montre bien qu'on bascule quand même de plus en plus vers le guide sur le côté ou à côté des apprenants. Dernière activité par rapport à... Pardon ? Faut pas te rater là. Ça marche. Oui, merci de m'alerter.
Par rapport au management. Alors là, je vous propose, vous allez avoir donc sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, et je vous propose un post-it chacun. Donc la question c'est qu'attendent les formateurs 3.0 de leur manager et qu'attendent-ils de leur responsable formation? Je vous propose une idée chacun pour le manager sur un post-it vert et une idée chacun sur un post-it rouge pour le responsable formation. Et vous me dites si vous avez besoin d'aide. Tout va bien pour l'instant. Tout va bien sur le brainstorm. Je suis probablement particulièrement engourdie, mais le mien, il est jaune, le post-it. Oui, c'est ça. Alors, Je veux bien le pas. Moi palette. aussi. Alors, vous pouvez changer la couleur des post-it. Vous avez une petite palette sur la droite qui vous permet de changer la couleur du post-it. Sinon, vous inquiétez pas, comme vous n'êtes pas nombreux, laissez comme ça, envoyez votre post-it et puis moi je ferai le tri. Mais c'est vrai que si on avait été 15, les couleurs étaient importantes. Mais est-ce que tu l'as vu, elle, que la petite palette pour changer ta couleur de post-it? Elle est, alors moi je me suis pas connectée en tant que participant, mais elle est, Troisième outil à droite, c'est troisième ça. depuis en haut. Bon, moi, j'ai une demande de précision là. Ça veut dire qu'on considère que le manager des formateurs 3.0, c'est pas le responsable de formation en Alors, interne? alors, effectivement, c'est vrai, merci de la précision. Si je considère que je suis dans un contexte où j'ai des occasionnels et des permanents, on peut imaginer que les permanents soient sous la coupe d'un responsable formation ou d'un directeur de la formation, de façon Oui. hiérarchique, et que des formateurs occasionnels soient mobilisés, et eux, ils ont un manager hiérarchique, ce que j'appellerais le manager enfin, dans leur métier, et puis il y a un responsable formation qui anime ou pas cette filière, enfin ces gens-là. Mais du coup, si c'est pas votre configuration, ça veut dire qu'il y a peut-être pas de post-it dans un des deux camps. Hmm. Ça répond du coup à la question? C'est vrai que là, je me suis Oui, oui. positionnée moi dans un contexte d'entreprise où il y a les deux types de publics. D'accord. Et comme vous l'avez compris, hein, dans ce cas-là où j'ai envie moi de proposer le fait justement de pas forcément tellement de faire de distinguo. Alors en étant raisonnable hein, bien sûr par rapport à la disponibilité, parce que c'est clair que les formateurs occasionnels, quand on travaille avec eux, je sais pas si c'est votre cas ou toi par exemple, Elke, si tu vis ça, moi on me dit d'entrée de jeu, tu sais moi je suis pas formateur et je le deviendrai jamais. Donc ils assument comme ça du coup leurs 170 ou leurs 200 slides et de diaporamas. Et puis bon, je veux bien que tu me parles un peu de pédagogie, mais bon, faut point trop n'en faut. C'est Alors effectivement ça. ça, Et chez moi, il y a souvent une autre problématique qui est tout simplement liée à la taille de l'entreprise. Ce brave garçon ou cette brave nana, elle anime une fois tous les 18 mois. exactement, c'est ça. Donc, les 178 slides, ça a un côté rassurant parce que c'est un classeur qui est posé sur une étagère. On peut la ressortir. A priori, l'histoire de la qualité des soudures de la boîte de conserve, il n'y a pas eu trop de changements. Donc, on n'a qu'à reprendre le truc et on ne prend pas de risque. C'est ça, exactement. Alors, merci d'avoir joué donc avec et proposé des idées. Donc, si je reprends vos propositions, vous dites le manager donc de ces fameux experts qui animent pas forcément régulièrement, il faut qu'il l'accompagne.
qui donne c'est du soutien, j'entends, hein, quel type d'accompagnement, si on devait être un peu plus précis, vous pensiez à... Oui, c'est du soutien. Mhm. Ouverture d'esprit et confiance, par rapport notamment, dites-moi si je suis pas dans le juste, mais est-ce que ça signifie ouvert justement sur ces métiers ou ces missions formation et confiance sur le fait que je vais faire et mon métier sur lequel je suis objectivée et mes missions de formation? Ou est-ce qu'il y a autre chose Exact. derrière cette ouverture d'esprit et confiance du manager? Non, c'est bon ça? Non, non, c'est ça. Plus le fait que, ben, ma foi, j'ai besoin d'explorer. Je suis peut-être, tu avais la productivité dans ta liste des 5. Il y a peut-être des moments où, quand je suis en pleine exploration de comment faire, je vais pas être super productif tout de suite, mais je mérite la confiance que je vais y arriver. C'est ça. De la liberté pour expérimenter, du temps pour affiner, de l'évaluation sur les résultats. Donc là, j'imagine, c'est sur les résultats formation, C'est c'est-à-dire ça. sur la mission formation, ouais, super. Et autonomie, liberté pour avoir la possibilité de tester des nouvelles modalités, nouveaux outils et droit à l'erreur. Génial. Donc là, c'est bien pour le manager, le jaune, hein, je me suis pas trompée. Oui, oui. Génial, Oui, oui. merci. Le, du, pour le RF, autant 3.0 ou en tous les cas l'appétence pour. Ouais. De la souplesse dans le format de parcours. C'est-à-dire qu'il donne de la souplesse et qu'il Oui. impose pas. Oui. OK. Et apport pédagogique. Donc des apports sur la pédago Oui. et de l'intérêt pour l'innovation. Ça marche. Super. Alors, je vais clôturer cette activité. Donc tout ça, vous le retrouverez dans le flux hein, du rapport Klaxoon qui sera envoyé, toutes vos productions. Alors effectivement, je me suis posé la question et puis j'ai essayé surtout moi de penser à mes clients, hein, aux personnes que j'accompagne. Et ce qu'ils attendent, bah, effectivement, c'est du temps et des moyens au niveau de la ligne métier à laquelle ils appartiennent, leur manager hiérarchique. De définir précisément la répartition entre les missions opérationnelles et les missions formation, et pas que ce soit le parent pauvre ou qu'il faille faire en plus. Alors, on sait bien qu'on n'est pas dans un monde idéal et que c'est souvent, malgré tout, en plus, les missions formation par rapport à leur job et que les objectifs opérationnels sont parfois, enfin, sont prioritaires parfois pour les formateurs occasionnels, hein, et qui soient valorisés et soutiens. Donc, qu'ils valorisent ce manager et qu'ils soutiennent les missions formation. Donc vous avez effectivement, enfin on a vraiment imaginé et ressenti les mêmes besoins. Du point de vue du responsable formation, bah c'est pareil, vous l'avez vous l'avez dit avec vos mots, hein, il donne un cadre, des outils, de la méthodo sur le cahier des charges, l'ingénierie, l'animation, bah, l'innovation, les évaluations. Et puis il questionne les besoins et trouve des sponsors sur les projets. Donc, il va être bien en amont pour aider et accompagner ces équipes qui finalement doivent délivrer après hein, des kits pédagogiques et des animations, et qu'il inspire, qu'il anime, qu'il remercie sa communauté de formateurs. Et là, mon propos par rapport à ce qu'on avait vu, pour moi, il y a du lien entre les formés et les managers qui serait en fait animer cette communauté de formateurs, qu'ils soient permanents ou occasionnels. Et dans une logique, finalement, si on peut conclure là-dessus, c'est que ce formateur 3.0, il appartient à une communauté, puisqu'il c'est par cette communauté large qui va se former et se développer en faisant, parce qu'en fait, on n'a pas forcément le temps, à part les 18 jours sur Mouaïf dont on parlait tout à l'heure avec Philippe, mais d'aller beaucoup en formation sur la pédagogie, les outils ou les usages pédagogiques, etc. C'est quelqu'un qui va partager autant avec des experts qu'avec des formateurs de métier, qui est animé régulièrement. Alors, ce régulièrement, je ne l'ai pas qualifié, mais c'est pas une fois par an uniquement, c'est un peu plus souvent que ça pour moi, pour être vraiment dans une dynamique d'apprentissage. Et là, ça peut être et son responsable formation et son manager qui sont dans cette logique d'animation, surtout si le manager a une appétence formation. C'est quelqu'un qui co-construit et qui met le client au centre. Donc le client, c'est-à-dire son participant et qui pense pas trop à ses slides et à son expertise, mais plus à son public, et qui construit des solutions innovantes
digital, mixte, en tout cas de la pédagogie pour développer les compétences et la performance en fait. Et lui, il est très centré sur le travail et sur cette performance. Et du coup, c'est vraiment une histoire de posture et d'usage, bien sûr pédagogique, donc posture de facilitateur, de guide ou de chef d'orchestre, plus qu'une question d'outils par rapport à ce formateur 3.0. J'en ai terminé. Merci. Je voulais, voilà, la conviction par rapport à la fois ce que j'expérimente depuis quelques années et puis que je vis au quotidien auprès de mes clients et organismes et entreprises. Et bien sûr, je suis prête à échanger avec vous plus avant par rapport à ces échanges qu'on a déjà eus et à cette partie sur le management. Pour moi, ce management, du coup, c'est un management de la formation au sens large du terme et qui serait du coup co-animé à la fois par les managers hiérarchiques et par la fonction formation pour vraiment prendre l'ensemble des acteurs et les emmener vers ces nouvelles façons de former et d'apprendre. Philippe, je ne sais pas si on est dans le bon timing. Tout à fait, on a pris notre temps, c'est bien. Moi, j'aime bien ta présentation parce elle ouvre un peu sur, tu l'as mis là en conclusion sur une posture. On se rend bien compte que le formateur, il a un autre rôle maintenant que de transmettre du savoir. Il a aussi un rôle d'exemple dans sa façon de fonctionner vis-à-vis des gens qu'il doit former. Et quand on parle de transformation digitale de l'entreprise, la question, comme tu le mets ici, n'est pas du tout au niveau des outils, mais aussi avoir un état d'esprit différent par rapport au partage de l'information, la mise en relation directe des personnes, un décloisonnement, voilà. Et quand on va mettre en œuvre la transformation digitale de l'entreprise, il y a effectivement un certain nombre de savoir-faire, de connaissances à avoir sur les outils. Mais il y a aussi, le formateur doit démontrer par sa posture et sa façon de fonctionner, de mettre en œuvre les pratiques qui s'accompagnent de la digitalisation des relations entre les individus et de l'entreprise avec ses clients, de l'entreprise avec ses fournisseurs, etc. Donc le formateur, il a maintenant, en plus de transmettre son savoir, une certaine démonstration par l'exemple de l'intérêt d'avoir une ouverture et une transparence et une facilité qui est souvent des valeurs qu'on accroche à la digitalisation. Et pour ça on t'a sollicité sur ce sujet, parce que c'est intéressant de montrer en quoi le formateur peut être un des acteurs de cette transformation. Enfin, je sais pas si tu es OK avec ça, Oui, mais... oui. Ah, complètement. Et en plus, effectivement, c'est une des premières filières métiers vers lesquelles on peut jouer cette valeur d'exemple, puisque ça va diffuser très largement. Et vous aviez cité la compétence de communication comme étant importante. J'avais ce matin une convention de formateurs, il y avait une centaine de personnes de formateurs de la compliance dans un établissement financier. Et l'exemplarité et l'accompagnement que je menais était sur non pas de la pédagogie au sens construction de pédagogie, mais sur des présentations courtes qui s'adressent réellement au public, où on s'est posé la question de quel était l'objectif de communication, etc. Et en fait, on va trouver, je trouve aussi de plus en plus la frontière est très poreuse entre former, informer, communiquer, entre le travail et la formation. Et donc, nos accompagnements, enfin moi en tout cas, j'ai vu beaucoup mes accompagnements changer et pas être seulement sur de l'ingénierie pédagogique ou de dispositifs, mais aussi sur tout simplement la prise de parole, la communication, faire des slides impactants et puis interagir. Donc là, ce matin, on le faisait avec Kahoot, peu importe l'outil, mais en tout cas, voilà. Pour moi, je le résumerai en disant beaucoup de publics dans l'entreprise ont besoin de se professionnaliser dès l'instant où ils s'adressent en fait à un public, que ce soit en formation ou en communication, pour se demander pourquoi je m'adresse à eux et qu'est-ce qu'ils devront faire à l'issue de cette convention ou de cette formation ou de cette prise de parole. Et ça veut dire que notre posture à nous, elle est effectivement aussi, elle change dans nos accompagnements et dans le métier, je crois.
Très bien. Merci Anne. Merci à vous, merci à toi Philippe. Merci aux participants pour leur interaction. Merci. Donc d'ici demain sur l'application et par un petit message vous donnant accès au site, vous aurez la vidéo de cet épisode et les slides. Donc merci aux participants qui étaient là en live. Merci à ceux qui vont nous voir plus tard en replay et ils sont nombreux, presque plus nombreux que le nombre de participants inscrits à l'Ordinov. Donc ça prouve que le format du différé était intéressant pour pas mal de gens. Voilà, on vous donne rendez-vous le 29 novembre pour le 7e épisode qui sera un petit zapping de la formation, ce coup-ci avec Philippe et moi. Et puis il restera un épisode avant la fin de l'année, qui sera le 6 décembre, juste avant, 2 jours avant l'Ordinov. Donc on sera peut-être un peu plus stressé. Voilà, en tout cas, on vous a invité, et vous pouvez encore répondre, à venir participer à l'Ordinov avec nous et pour boire un petit coup. Voilà, merci beaucoup Anne, merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci à toi. À Merci, bientôt. bonne soirée. Bonsoir à tous. Au revoir. Bonsoir.